Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et on va regarder ensemble, faire regarder, discuter, parler, je vais vous faire un retour d'expérience en tout cas sur mes premières parties sur le manuel du général de la saison 2025-2026 et l'usage des tactiques de bataille. Je sais qu'il peut être un petit peu perturbant de changer comme ça du tout au tout le système de tactique, comment on joue, comment on perd. Vous n'avez pas encore fait vos premières parties. Eh ben, je vais vous faire un retour d'expérience sur les miennes. J'ai déjà 5-6 parties sur ce premier week-end et je pense pouvoir vous donner quelques conseils, en tout cas quelques observations que moi j'ai eues pour pouvoir réaliser vos premières parties, vos premières tactiques de bataille, ces choses-là. Alors déjà, premier point sur lequel je voulais faire discuter avec vous, c'est le list building. Aujourd'hui, vous avez regardé les tactiques, ou peut-être pas encore, vous allez vous plonger dedans dans votre première partie. Sachez que le list building est beaucoup plus simple. Vous me direz, rien n'a changé. Oui, rien n'a changé, mais techniquement, tout a changé. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune, comment dire, il n'y a aucune tactique qui va désigner une unité en particulier à tuer. Donc, quand vous allez constituer votre liste, vous n'avez maintenant, entre guillemets, vous n'en avez rien à foutre de savoir qui est le seigneur de guerre, qui est l'entourage. Il n'y a pas de garde d'honneur, il n'y a pas d'entourage. Donc, vous allez constituer vos listes de la manière dont vous l'entendez. D'accord? Vous allez, si vous souhaitez être en une pause, deux pauses, trois pauses, il n'y a plus de cette complexité qui était un petit peu une contrainte plus qu'un point positif parce que bah, vous saviez que si vous preniez des unités trop fragiles, si le seigneur de guerre n'était pas le bon, cependant l'unité que vous voulez, l'autre il est nommé, donc il est seigneur de guerre. Bon. Tout ça n'a plus aucune importance, donc vous allez pouvoir construire vos listes comme vous le souhaitez. Le deuxième point aussi qui découle du list building et que je trouve qui est très positif, c'est que l'usage des tactiques de bataille étant tellement différentes que finalement être en one drop, 2 drop, 3 drop, 4 drop ou 5 drop, ou même aller chercher des unités auxiliaires, à part le fait de donner des points de commandement à votre adversaire, euh, est beaucoup moins impactant, en tout cas, sur le nouveau manuel du général, quoi, sans moins impactant par rapport aux parties que j'ai pu faire, parce que vous pouvez avoir des tactiques qui sont mieux quand on est en Go 1 ou en Go 2. Donc finalement, rien ne vous empêche d'être en 5 pauses. Votre adversaire dit bah vas-y, tu commences. Et tu dis ouais, bah, de toute façon, dans tous les cas, c'est pas grave. J'ai des tactiques de bataille fait pour. D'accord. Ou si vous êtes en Go 2, en Go second, pareil, vous allez avoir des tactiques de bataille à ce niveau-là. Donc, on va dire que c'est beaucoup plus facile sur la construction de liste et beaucoup moins chiant à se dire ouais, mais cette unité-là, elle va faire ci, elle va faire ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que vous allez jouer 5 tours. D'accord. Dans ces tours de jeu, dans l'ancien manuel du général, il y avait une certaine pression sur le temps. Quand je dis une pression sur le temps, c'est qu'en fait, vous commenciez votre tour 1, vous deviez faire votre tactique de bataille, parce que si vous la ratiez, vous commenciez déjà avec 4 points de retard, sachant qu'un tour était de 10 points. Donc vous alliez marquer maximum 6 points de primaire, 4 de secondaire, et donc si vous ne faisiez pas votre tactique, vous commencez déjà à moins 4 dans l'idée, sur les 50 points que vous pouviez réaliser. Là, le nouveau système étant tellement différent, que vous avez le droit à 50 points de primaire et 30 points de secondaire. Donc déjà, la balance n'est plus exactement la même. Et en plus de ça, il est assez difficile de réaliser les 30 points de secondaire. Les 3 niveaux de tactique de bataille, c'est assez dur à faire. Donc principalement, moi, je ne peux que vous encourager à choisir des tactiques de bataille pour vos premières parties où vous essayez d'en réaliser 3, 4 grand maximum parce que le reste demande une certaine expérience, une certaine maturité dans le jeu qui vient en jouant et que vous ne pouvez pas juste theorycraft à ce niveau-là. Donc, pas de prise de tête aussi. Partez du principe aussi que le jeu, vu que vous n'avez, comment ça s'appelle, vu que vous pouvez réaliser les tactiques de bataille 2 par 2, vous êtes automatiquement, comme je vous disais, moins dans le stress de ne pas réaliser de tactiques de bataille à ce moment, à certains moments, et donc vous allez pouvoir commencer beaucoup plus slow. Imaginons que je suis sur ce scénario-là actuellement, je suis le premier joueur, je vais aller chercher le one. Alors, celui-là, c'est pas le bon. On va prendre un autre. Voilà. Euh, Principalement, les scénarios, vous allez voir, ils sont dans la majorité en one to more. Ce système, on l'a conservé. 5 points un objectif, 3 points quand vous en avez 2, donc les 8 points, et 10 points si vous avez plus que votre adversaire. Ce qui fait que déjà dans la construction des tours de jeu, aller chercher le mort, c'est bien pour marquer le plus de points, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est extrêmement nécessaire.
Et si jamais c'est vous qui commencez sur ce type de déploiement, vous avez un objectif, votre adversaire un deuxième, vous avez juste à mettre le pied sur un objectif, vous faites one, two, mort, vous êtes à peine sorti de votre dispositif, assez loin de votre adversaire. Et donc, même si vous ne réalisez pas de tactique de bataille au tour 1, c'est pas grave, parce qu'en fait, vous avez encore 4 tours pour pouvoir les faire, et il y en a certaines que vous pourrez déclencher qu'au tour 2, qu'au tour 3, qu'au tour 4, qu'au tour 5. Donc vous comprenez que dans l'idée, il y a moins cette pression de jouer high tempo tous vos tours. Vous pouvez commencer très doucement. Et donc pour des armées qui sont un peu frileuses ou des joueurs qui n'aiment pas trop s'exposer et qui n'ont pas besoin d'aller à l'agressivité tout de suite, vous avez quand même pas mal de tactiques qui sont à ce niveau-là. Limite, c'est très rare, mais vous pourrez peut-être faire une partie sans jouer de la moindre agression, juste le positionnement et le l'OC pour pouvoir briller au niveau des tactiques. Donc c'est aussi ce que je trouve un point très intéressant, ce système de on a le temps. Nous avons aussi le temps par rapport au double tour. Le double tour, je vous rappelle que quand vous le prenez, vous ne pouvez pas scorer de tactique de bataille. Cependant, vu que vous n'allez pas scorer des tactiques de bataille tout le temps, vous pouvez très facilement prendre le double tour. C'est beaucoup moins impactant que dans la saison précédente. Cependant, vous voyez que chaque tag battle plan a un twist qui donne une capacité à l'underdog. Principalement, les capacités sont souvent bonnes et souvent elles sont obligatoires. Vous avez l'obligation de faire quelque chose. Donc, ça va rajouter aussi une complexité au double tour, à se dire, ok, je prends le double tour, est-ce que le fait de ne pas faire tactique de bataille, ce n'est pas grave, ce que je peux en faire plus tard. Par contre, est-ce que je vais être assez impactant pendant ce tour-ci pour pouvoir prendre l'avantage et ou bloquer des tactiques de bataille à mon adversaire. Et votre adversaire, lui, doit se dire, pareil, si je le prends ou je le donne, est-ce que mon adversaire a un gros avantage en étant underdog et du coup va pouvoir impacter de manière négativement mon tour de jeu, ou est-ce que finalement il n'y a pas de gros risques. Donc c'est pareil, c'est assez intéressant cette condition de devoir prendre quelque chose ou de le donner avec comment ça s'appelle, avec moins de sentiment de sanction d'être puni tout de suite. Alors bien sûr, vous avez certains scénarios qui sont très très agressifs comme celui-ci, et je présume que si vous commencez le tour 1 et que vous posez dans une situation où vous défendez mal et que votre adversaire vous rentre dedans et vous met un double tour, le table rase risque d'arriver vite. Cependant, ces scénarios-là, bah, ils sont assez limités. De manière globale, vous avez quand même plus de scénarios qui sont ouverts et qui vont vous permettre de jouer la carte ou de prendre votre temps. D'accord? Je pense que prendre son temps sur la version 4.2, en tout cas sur vos premières parties, n'est pas un, n'est pas un tard. Et moi, je me suis rendu compte sur mes premières parties aussi, c'est que finalement, les parties se jouaient assez vite parce qu'on peut être un peu loin, on prend un peu son temps. Et en fait, au lieu que le jeu se déroule exclusivement au tour 1 et le double tour, tour 2 ou tour 2, tour 3, là, on commence à se débloquer à partir du tour 3. Donc, peut-être que jouer les 5 tours est plus intéressant et donne un petit peu plus de sel, de piment au jeu. Voilà. Donc ça, c'était sur la partie prenez votre temps. Les tactiques, vous ne les déclarez pas, elles se scorent automatiquement à la fin du tour. Vous pouvez les scorer si vous le souhaitez ou pas. Ça, c'est aussi un intérêt tout particulier sur le scoring. Si vous souhaitez essayer de vous mettre en position de outsider, donc d'underdog, vous pouvez ne pas scorer une tactique ce tour-ci, la scorer au tour d'après. Attention, ça va décaler votre palier 2 et 3 d'un tour. Donc selon le moment où vous êtes dans la partie, ça peut être pertinent ou pas. Mais au premier tour, vous pouvez très bien réaliser une tactique, ne pas la scorer pour être éventuellement underdog si votre adversaire a scoré plus que vous, et donc déclencher des effets ou des tactiques qui ont besoin d'être underdog. D'accord? Donc toute cette notion-là est très intéressante, et dans l'idée, je ne pense pas qu'on fasse de mauvais choix à prendre ou attendre au niveau des tactiques, parce que la matrice, on va dire, comme je vous ai dit, pour moi en tout cas sur vos premières parties, ne vous force pas à jouer les 6 tactiques, et déjà en réaliser 4, c'est une bonne performance. Je prends le temps aussi de vous rappeler que dans les Universal Terrain Ability, certaines ont un peu changé. Donc le couvert, c'est principalement la même chose qu'avant. Vous avez -1 pour être touché pour une attaque qui cible une unité qui est derrière ou entièrement dans un terrain, à l'exception d'avoir chargé ou d'avoir le mot-clé vol. Donc vous savez que quand vous êtes dans cette situation du couvert, donc entièrement dans un décor, ou si les attaques, le vecteur d'attaque passe par ce décor qui a le mot-clé couvert, vous avez -1 touche. Ça n'a pas changé par rapport à la 4.1. Cependant,
anciennement, quand vous étiez entièrement dans une forêt, vous n'étiez pas visible, à moins d'avoir le mot-clé vol et du coup, vous pouviez protéger facilement beaucoup d'unités. Aujourd'hui, le couvert ne vous apporte ce que le -1 touche et du coup, il faut aller voir la règle obscuring, obscurant, qui a changé, qui vous dit que tous les modèles, à l'exception des monstres et des unités avec le mot-clé vol, quand vous êtes à 1 pouce, tous vos modèles, hein, d'un élément qui a la règle obscuring, vous n'êtes pas visible. Donc là, attention, ce n'est pas visible aux tirs et aux capacités qui demandent de se prendre d'unités visibles pour les ennemis. Vos alliés, ça fonctionne. Et vous divisez par 2 votre portée de tir des armes qui ont shooting. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et moi je l'ai vécu dans mes parties et c'est assez frustrant, vous allez avoir beaucoup de mal à cacher les unités qui ont le mot-clé vol et les unités qui ont le mot-clé monstre. Vous ne pourrez plus mettre par exemple Kragnos, mettre, je sais pas, un keeper, un GUO, vous voyez toutes ces unités qui ont le mot-clé monstre, qui sont assez gros, dans des forêts. Votre adversaire vous verra et va pouvoir vous tirer dessus. Donc potentiellement, vous pourrez bénéficier du cover si vous n'avez pas le mot-clé vol. Cependant, vous ne pourrez pas vous cacher de l'obscurant. L'obscurant ne cache pas les monstres. Et donc, toutes les armées comme Son of Behemoth qui sont full monstres, toutes les, je sais pas, les Magmadroth, les trucs comme ça, vous allez voir, vous allez vite être sanctionné par le tir. On a le sentiment que l'obscuring va tuer complètement le tir. Finalement, après quelques parties, c'est plus délicat que ça. Et je pense que les Listir vont quand même trouver une place importante. Et je vais vous montrer 2-3 exemples sur les schémas en question que je vais vous expliquer. Donc vous comprenez que les monstres, c'est très compliqué à ce niveau-là de se protéger du tir. Et donc, potentiellement, des armées qui ont du tir assez véloce vont quand même pouvoir briller dans le 4.2. Donc faites attention à l'usage de ces dernières. Donc revenons sur un scénario. Là, comme vous pouvez le voir, nous avons 4 places de pouvoir, des forêts. Donc les places de pouvoir vous donnent obscurant, les forêts vous donnent obscurant, pas les ruines. Vous pouvez, au travers des places de pouvoir, euh, rendre obscurant un élément de décor ou un objectif. Attention, un objectif, pour pouvoir bénéficier de l'obscurant, il faut être entièrement dans l'objectif. Selon la taille de votre unité, ça peut être très délicat. Vous ne pouvez pas juste lécher un objectif pour vous protéger, donc vous mettre entièrement sur un objectif facilite à votre adversaire votre charge. Je ne connais aucune armée qui joue 2000 points de tir, donc même si vous avez un gros fond de tir derrière, vous avez quand même un peu de caves ou des monstres qui peuvent cogner sur les objectifs. Donc, une fois de plus, c'est une bonne idée, mais ça aussi vous rend dans une situation vulnérable. Sans compter, comme je vous disais, les monstres ne fonctionnent pas avec l'obscurant ni avec le mot-clé vol. Donc, Nighthaunt ne peut pas. Et tous les monstres qui sont très structurants risquent de sauter très facilement au tir. Donc, est-ce qu'on va être dans une version avec beaucoup de monstres ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'avoir testé, c'est très chiant d'avoir des monstres et ne pas pouvoir les protéger sous aucune condition possible. Cependant, le fait d'être héros monstre, vous avez un petit avantage. Et au début, je ne comprenais pas trop pourquoi il y avait autant de places de pouvoir sur beaucoup de scénarios. Et bien en fait, vous allez vite vous rendre compte que les places of pouvoir, vous avez la possibilité soit de rendre obscurant un élément de décor. Cependant, si votre adversaire n'a pas de tir, vous n'en avez pas, ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, la place de pouvoir peut vous permettre aussi de soigner de 2 PV toutes les unités entièrement assises d'une place de pouvoir. Et donc, par exemple, quand vous êtes joueur sub, c'est très intéressant de combattre autour d'une place de pouvoir pour pouvoir tous les tours tenter votre 3+, et si vous y arrivez, vous soignez de 2 PV, de 2 PV, de 2 PV. C'est un outil que j'ai trouvé en tout cas très intéressant, et souvent les places de pouvoir, vous voyez, sont mis dans des situations où vous pouvez combattre sur un objectif selon la taille de votre socle, et être à portée de places de pouvoir. Donc là, vous voyez, les places de pouvoir sont entre les objectifs. Là, elles sont entre les objectifs. Là, elles sont à côté des objectifs. Là aussi. Là aussi, dans l'idée. Oui, c'est assez réfléchi. En fait, le layering automatique est chiant parce que ça va vous forcer à apprendre des patterns de jeu. Par contre, le fait que vous ayez des places de pouvoir à certains endroits comme celle-là vont pouvoir finalement compenser un peu le debuff que les gros héros monstres ont au niveau du soin. Voilà, c'était une petite observation que j'ai pu en fait faire à ce niveau-là qui est assez intéressante. L'autre point que j'ai noté, c'est les objectifs. Les objectifs, vous savez, ils ont été remodifiés esthétiquement avec des couleurs, des noms. Honnêtement, si vous avez des objectifs chez vous, ne vous faites pas chier à essayer de les customiser ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, il n'y a aucun objectif qui bouge. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont posées, que vous avez décidé avec votre adversaire quel est l'attaquant, quel est le défenseur,
et que vous avez mis votre layering, les objectifs ne changent pas de couleur. Donc finalement, qu'on vous dise: «Ouais, vous avez besoin de contrôler les 2 verts ou les 2 rouges», en fait, vous en foutez des couleurs. Vous savez que les rouges, c'est ceux-là, les verts, c'est ceux-là. Donc ne vous embêtez pas à racheter des objectifs, à les custom ou quoi que ce soit, vraiment. Heu, Ça n'a pas d'intérêt particulier. Moi, j'ai fait des tests avec des parties avec des objectifs à la con et ça va très, très bien, donc pas de soucis à ce niveau-là, un petit peu de vigilance et c'est OK. Alors maintenant, je vais vous faire mon retour d'expérience sur le système de tactique. Donc, je trouve que le système de tactique peut être un petit peu, perturbant au début, quand vous êtes joueur 3.0, 4.1. Pourquoi? Parce qu'avant, on choisissait une tactique de bataille qu'on énonçait, votre adversaire allait tout faire pour la bloquer et si vous la ratiez, c'était fini. Là, vous ne ratez aucune tactique. Ce n'est pas possible de rater une tactique parce qu'en fait, vous pouvez juste les réaliser, ne pas les rater. Le fait de choisir 2 feuilles va vous, je trouve, créer une opportunité de jeu sur votre list building parce que vous allez essayer par rapport à soit vous faites une liste qui vous plaise, que c'est votre liste de cœur, c'est celle que vous préférez jouer et donc vous allez chercher des tactiques de bataille qui vont vous permettre de réaliser, ces dernières, soit vous construisez une liste par rapport aux tactiques, c'est-à-dire vous dites: «Bah, voilà, les tactiques, je préfère faire ça, donc je vais prendre ces unités-là». Ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment 2 optiques de jeu. Ce qui est très intéressant aussi, c'est comme je vous disais, si vous êtes en pause nombreuse, en peu de pauses, il y a certaines tactiques qui vont vous avantager ou désavantager, donc c'est toujours intéressant à faire. Le fait aussi que vous connaissiez celle de votre adversaire, ça c'est de l'expérience de jeu qui va parler, mais au bout de votre troisième, quatrième, cinquième partie, vous allez commencer à vous dire, ok, comment je peux bloquer mon adversaire? Parce qu'en fait, faire les vôtres, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça va rentrer tout seul. Par contre, comment je peux bloquer celle de mon adversaire? C'est le sel, c'est vraiment l'interaction, c'est le jeu dans le jeu, et moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant à ce niveau-là. Attention, là c'est un petit point que je mets entre parenthèses, je ne sais pas ce que va donner le jeu en équipe si jamais vous devez choisir par exemple certaines cartes de tactique que d'autres ne peuvent pas faire. Pareil, quand on va faire des appareillements, imaginons que vous avez le droit à autant de feuilles de tactique que vous voulez, seulement 2 sur votre liste qui est inscrite. Quand vous allez commencer à dire: «OK, donc toi, ta liste, elle est bonne sur ce scénario-là. Par contre, attention, tu as vu que tes tactiques sont très dures là-dessus, machin, truc bidule. Ouais, mais si moi, je suis contre lui, lui, il a des tactiques très fortes contre les miennes», ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut être vraiment, casse-couille, je pense, à souhait et donc on va voir peut-être qu'il faudra une grande hygiène, en tout cas à ce niveau-là, pour pouvoir rendre, le jeu fluide. Mais en tout cas, en partie, match play standard, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de longueur, au système de tactique parce qu'en fait, vous ne perdez pas de temps en soi à réfléchir à quelle tactique vous allez faire. Vous savez celles que vous pouvez faire, vous essayez de les faire. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est pas grave. Et du coup, il y a moins de côté frustrant, énervant. Et vous avez aussi ce côté de bah, votre adversaire peut faire, par exemple, 40 points, 40 points peut-être pas, mais on va dire beaucoup de points, 30-40 points dans les premiers tours. Vous pouvez être en retard, mais vous pouvez les rattraper facilement à la fin. Donc, assez intéressant et je vous encouragerais en tout cas à jouer au maximum les primaires qui scorent très très vite et de rentrer vos secondaires, vos tactiques dans un second temps. Maintenant, on va faire un petit tour donc sur les tactiques. Donc, qu'est-ce que moi j'ai retenu des tactiques et quels conseils je peux vous donner? Alors, déjà, la tactique des scouts, si vous avez la possibilité de le jouer, c'est l'une des tactiques les plus faciles à faire. D'accord? Parce que la première vous demande d'avoir 3 unités ou plus unités scouts qui sont entièrement à l'extérieur de votre territoire. À savoir que pour être unité scout, on vous demande d'être un non-héros infanterie ou un non-héros cavalerie sur le déploiement. Donc attention, si vous jouez par exemple des Kinerai en doc, vous allez devoir les mettre sur le champ de bataille si vous voulez qu'elles soient scouts. Parce que si jamais elles sont en frappe en profondeur, elles ne bénéficieront pas de scouts. Et on va regarder ensemble, donc, comme je vous disais, les objectifs, les terrains. Vous voyez que là, par exemple, vous partagez la moitié, donc vous êtes à plus de 9 de votre adversaire, donc avec, selon la taille de votre mouvement, si vous avez un mouvement de cavalerie de 12, vous pouvez facilement le rentrer. Là, pareil, ça va demander un peu de mouvement. Là, vous allez pouvoir les rentrer assez facilement finalement. Là aussi, là, comme l'autre. Là, c'est très facile à rentrer. 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 Là aussi et là aussi. Donc finalement, vous voyez qu'avec les scouts, vous pouvez, selon le mouvement de vos unités scouts, à moins que vous, si à moins que vous bougiez de 5, hein, facilement la rentrer T1. Mais même si vous ne pouvez pas la rentrer T1, vous allez pouvoir la rentrer T2, ainsi de suite. Attention, les unités scouts peuvent scorer tactique que si elles ne sont pas engagées. Donc ça, il faut le prendre en compte. Mais si vous construisez une liste avec du scout qui se téléporte,
C'est la première est très facile à faire. La deuxième est facile aussi entre guillemets parce qu'on vous demande de compléter cette tactique de bataille, c'est les 3 unités. On vous demande de tenir, alors facile entre guillemets, hein, mais comparé à d'autres, 3 éléments de décor ou terrain, donc combinés, qui sont contrôlés par des scouts qui ne sont pas en combat. Vous avez normalement 8 éléments de décor, sans compter les décors de faction. À terme, tout le monde aura des décors de faction, donc vous avez souvent un peu plus. Certaines armées ont plus de décors de faction. Et on vous demande qu'elles soient en territoire ennemi, pas entièrement. Donc vous avez certains layering qui sont plus ou moins faciles à aller chercher. Donc c'est des tactiques que vous n'allez pas faire autour d'eux parce que votre adversaire, vous allez voir, est très vite déployé sur le champ de bataille, va vous bloquer. Mais avec des unités qui ont de la téléportation, qui ont du mouvement, vous pouvez longer les coins, vous infiltrer dans les angles et vous retrouver à tenir ces 3 éléments de décor ou objectifs selon les scénarios. C'est quelque chose qui peut se faire finalement assez rapidement, surtout que votre adversaire, dans sa lecture du jeu, il sait que vous avez des unités scouts, il va essayer de les cliquer, de les tuer, parce que vous les avez marquées, ce sont elles qui réalisent des tactiques de bataille, mais souvent les unités scouts, c'est des unités qu'on appelle secondaires, qui ne sont pas, c'est pas dit chosen, vous voyez, donc votre adversaire va devoir gérer votre force de frappe, et en plus ces choses-là, ce qui rend beaucoup plus complexe l'usage de cette dernière. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce sont des tactiques qui sont, dans les premières parties, si vous pouvez construire une liste autour des scouts, en tout cas accessibles. La dernière est un peu plus compliquée, parce qu'on vous demande de réaliser cette tactique de bataille, de tenir un élément de décor qui est entièrement dans le territoire adverse, à plus de 6 de votre territoire à vous, sans téléportation. Donc là, bah, vous doutez bien que vous n'allez pas pouvoir aller chercher n'importe quel élément, parce qu'à plus de 6, souvent c'est une tactique qui vous allez faire au tour 3, tour 4, tour 5. Donc déjà, vous comprenez que vous avez des tactiques qui vont se faire tour 1, sortir du territoire, tour 3, tour 4 pour la deuxième, et tour 5 ou tour 4 pour la troisième. Très intéressant, pas de téléportation, donc vous pouvez vous téléporter au tour d'avant pour la préparer et après tenir un élément de décor. C'est pareil, comme je vous dis, dans une partie avec un peu d'attrition, de liste équilibrée, votre adversaire a autre chose à faire que d'aller, on va dire, bloquer cette unité de scout. Cependant, si vous êtes le joueur adverse contre un scout et que vous voyez qu'il y a un scout qui commence à rentrer dans votre territoire, ça peut peut-être valoir le coup d'envoyer une unité pour bloquer ou tuer cette unité de scout. Donc on a déjà, avec ne serait-ce que la première page de tactique, un intérêt entre les joueurs, une tactique qui est quasiment impossible à bloquer pour votre adversaire au tour 1. La seconde, selon l'orientation de la partie, vous savez que vous pouvez la faire tour 4, tour 5. Donc là, on n'est pas pressé non plus. Vous commencez à comprendre un peu l'intérêt des tactiques scouts que je trouve très très intéressant et qui, dans une construction de liste, peut vraiment être performante. Rightful Cycle, pareil, là, je trouve qu'elle a assez d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de compléter cette tactique de bataille à la fin de votre tour si vous contrôlez plus d'objectifs que votre adversaire. Donc si vous êtes en pause nombreuse, que votre adversaire vous force à jouer souvent en premier tour, vous pouvez peut-être prendre celle-ci. Pourquoi? Parce que vous allez la rentrer très facilement. Il vous suffit de prendre un objectif de plus que votre adversaire. Attention, vous avez certains scénarios où vous allez déployer assez loin, on va dire, d'accord. Et donc, par exemple, on va prendre lequel? Voilà, par exemple, celui-là. Vous êtes sur ce scénario-là, vous dites: «OK, les objectifs sont assez loin, j'en ai 2, mon adversaire en a 2. Du coup, je vais faire cette tactique, je vais prendre celui-ci». Cependant, si votre adversaire fait un gros redéploiement, il peut vous la bloquer. Donc vous voyez, pareil, en tant qu'adversaire, vous pouvez toujours interagir avec les tactiques ennemies et pouvoir réfléchir à comment les bloquer, ainsi de suite. Mais globalement, celle-ci, vous allez pouvoir la rentrer de manière assez facile. Sans compter que, même si vous n'êtes pas joueur 1, vous pouvez la rentrer en tant que joueur 2 ou la rentrer au tour 2 parce qu'en fait, reprendre les objectifs de votre adversaire, c'est un peu le but du jeu, d'accord? Même si vous la rentrez tour 3, c'est pas grave, il vous restera le tour 4 et le tour 5 pour les finir. La seconde, par contre, est un petit peu plus compliquée parce qu'on vous demande d'être underdog pour la réaliser et il faut que vous ayez au moins une unité sur le champ de bataille en vie et que la moitié de votre armée arrondie au supérieur ait fait une fight ability ce tour-ci. Donc là, cette tactique est assez délicate à faire parce que en tant que joueur adverse, vous pouvez essayer de faire en sorte de ne jamais mettre la personne qui veut faire cette tactique en underdog. Vous allez essayer de vous y mettre, mais attention de ne pas vous y mettre trop tôt parce qu'il faut quand même pouvoir faire une fight ability avec la moitié de votre armée présente sur le champ de bataille. Donc selon les armées, ça peut être très compliqué. Ça va vous demander peut-être de rentrer des charges, selon le déploiement, ainsi de suite, ainsi de suite. Cependant, je trouve qu'elle a une certaine écriture pour les armées qui sont, on va dire, en pause nombreuse, d'accord? Parce que votre adversaire va vous dire: «OK, très bien, on va se mettre par exemple là-dessus».
Il dit: «OK, très bien, tu commences». Donc je commence, hop, j'envoie une unité prendre celui-là, j'ai un objectif, 2 objectifs, plus que mon adversaire, je fais, voilà, ma soupe. Et du coup, j'ai réussi ma tactique de bataille. Mon adversaire joue, me rentre dedans et veut me double tour. Du coup, il prend le double tour, il le gagne et il me donne le fait d'être underdog. Et donc, je suis underdog, je suis empêtré dans mon armée et donc je vais pouvoir faire une fightability avec pas mal de gens et donc la scorer. Ça peut être en tout cas un intérêt aux armées qui souhaitent double tour de prendre ces tactiques-là en se disant, ok, si je me déploie assez loin défensivement, que mon adversaire souhaite me double tour, et ben, je vais pouvoir comme ça rentrer facilement cette tactique qui est très difficile à faire selon l'orientation de la partie. Parce que malheureusement, si vous avez, on va dire, des archers, des sorciers, des prêtres qui composent tout votre backline, vos 4-5 unités sur vos 8 unités, bah, il va quand même falloir les faire rentrer pour les faire combattre. Et donc, c'est pas facile. Par contre, des armées qui sont très très élites, si vous retrouvez souvent underdog, vous pouvez la scorer rapidement. Voilà. C'est une tactique que je trouve très intéressante que quand vous avez double tour ou quand vous êtes deuxième joueur, réfléchir à est-ce que je vais mettre mon adversaire en position d'underdog ou pas s'il a déjà fait la première, parce qu'il va déclencher du coup la troisième sous condition. Et la cinquième, la domination, Master of Strategy, est assez difficile à faire parce que on va vous demander d'avoir une unité sur chaque quart de table, donc il vous faut 4 unités minimum, et en plus de ça, que vous contrôliez tous les objectifs, quoi, plus d'objectifs que votre adversaire, et que les objectifs que vous contrôlez ne sont pas contestés par votre adversaire. Donc ça, c'est très scénario dépendant. Elle s'appelle Master of Strategy sur la domination. C'est une tactique qui vous est scorée potentiellement au tour 4 ou au tour 5, très tard dans la partie, en partant du principe que vous n'avez pas eu trop de pertes. Vous pouvez peut-être la scorer au tour 3 si jamais, comment ça s'appelle, vous jouez votre tour 1, vous faites votre double tour. Bah non, parce que c'est pas possible. Non, ce que j'allais dire au double tour, mais non, au tour 3. Donc c'est une tactique que vous scorez plutôt au tour 3, 4, 5. Vous voyez, donc c'est une tactique que vous allez pouvoir scorer beaucoup plus tard, mais dont l'idée, si vous les rentrez pas, c'est pas grave parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à faire et que votre adversaire, à force de jouer, va connaître et va essayer de vous bloquer. La suivante, du coup, Invasive Spaces, est très difficile à faire parce qu'elle vous demande de contrôler tous les objectifs dans le territoire ennemi. Donc, ça veut dire que vous avez pu quand même, selon les scénarios, rentrer en territoire ennemi et avoir assez dossé ou cogné sortie adversaire pour pouvoir les reprendre. Il y a certaines cartes où vous dites ça va vraiment être très dur. Peut-être T5, je vais réussir à l'entrée, T4. Donc, vous voyez, la première est facile à faire, la deuxième plus lente. Donc, dans l'idée, quand vous choisissez vos tactiques, peut-être prendre une page, on va dire, qui est plus facile à faire en early et une page qui est peut-être plus facile à faire en late game. Et comme ça, vous avez quelque chose d'un peu plus équilibré que de faire que de l'early, que du late game qui peut avoir du mal à se déclencher. Et si jamais il n'y a pas d'objectif dans le territoire ennemi, vous complétez cette activité de bataille à la fin de votre tour si vous contrôlez tous les objectifs qui étaient contrôlés par votre adversaire. Donc pareil, ça demande quand même une grosse attrition. Cependant, ça peut complètement se faire avec des listes assez aggro. Et la dernière, on vous dit que si vous contrôlez tous les objectifs du champ de bataille, vous la marquez. Donc ça, c'est une tactique qui se fait vraiment normalement en T4, T5, donc très très tard, sur une forte domination de votre part. C'est assez difficile à faire aussi. Ensuite, Attune to Giran, la carte numéro 6. Donc c'est tout simplement prendre le centre, 2 unités à 3 pouces du centre. On la connaît tous, pas engagée. C'est une tactique de bataille qui est faisable par quasiment toutes les armées. Donc pareil, à prendre si jamais vous avez un peu de mal à aller, parce que vous n'avez pas de scout dans votre armée par exemple, que vous voulez pas trop exposer votre château, c'est quelque chose qui se fait plutôt bien. La deuxième vous demande, alors celle-là pareil, très intéressante je trouve, de faire 2 retreat abilities ce tour-ci et d'avoir réussi 2 charges, dont une charge, une unité sur laquelle vous avez fait une retreat. Pourquoi elle est intéressante? Parce qu'en fait, quand vous savez que votre adversaire a scoré le centre et qu'il va prendre cette tactique-là, vous allez essayer de faire en sorte de ne jamais être engagé avec votre unité. Donc potentiellement, si vous pouvez, moi c'est ce que j'essaie de faire, c'est utiliser des enfoncements maximum pour reculer, sortir et éviter d'être engagé. Ou alors de laisser 2 unités engagées. Vous pouvez toujours en laisser une, mais évitez d'en laisser 2 engagées pour pouvoir bloquer cette tactique qui est difficile à faire parce qu'elle vous demande d'avoir au minimum 2 unités engagées, ce qui est quand même assez compliqué. Savoir que ces unités vont faire une retreat, donc elles ne seront pas efficaces pendant ce tour-ci, pour que 2 autres unités puissent rentrer des charges.
Alors le mieux, bien sûr, c'est d'avoir 3 unités engagées, vous en retirez 2, du coup l'unité reste toujours engagée, elle ne peut pas reculer. Mais sinon, vous allez redonner des redéploiements, des choses comme ça à votre adversaire. Et on sait que charger, bah, c'est pas ce qu'on aime, parce que les double 1, les charges à 3 et ainsi de suite, on connaît, ça peut rater. Et la dernière est assez difficile à faire, parce qu'en fait, vous la scorez s'il n'y a aucun ennemi chez vous et aucun ennemi dans le No Man's Land. Donc là, assez compliqué. Pourquoi? Bah parce que chez vous, ça peut le faire. Le No Man's Land, c'est quand même ce que vous partagez avec votre adversaire. Cependant, s'il n'y a pas de No Man's Land, c'est-à-dire que la moitié du territoire, c'est chez vous. Donc pareil, à moins que vous jouez contre Séraphon et que le Séraphon ne sorte pas de chez lui pour pouvoir avoir son plus un save, normalement, vous avez toujours quelque chose qui traîne. Ça, c'est le genre de tactiques qui sont assez délicates parce qu'en fait, votre adversaire, avec un peel-in, avec un redéploiement, avec vous voyez, tous ces trucs qui vous disent que vous pouvez bouger en fin de tour, blablabla, va mettre un peloton dans votre territoire à vous ou dans le territoire nôtre et va vous bloquer. Donc c'est une tactique qui peut soit scorer sur une grosse erreur de positionnement de votre adversaire parce qu'il n'est pas au courant de ça, soit parce que vous avez vraiment enfoncé votre adversaire. Intéressant aussi, vous voyez, dans l'usage de comment je peux la faire, comment je peux la bloquer. Ensuite, Master of the Pass. Vous réussissez cette tactique de bataille si un héros a été détruit pendant la partie. Donc on s'en fout que ça soit T1, T2, T3. Vous la scorez quand vous voulez, tuer un héros, normalement ça devrait se faire. Quand votre adversaire joue Master of the Pass, vous savez que vous allez essayer de vous protéger au maximum de la perte de héros. Plus vous la retardez, mieux c'est. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vous empêcher d'avancer vos héros, de les faire combattre, parce que de toute façon vous allez perdre un héros à un moment, donc votre adversaire va la scorer. La deuxième est faisable, pareil, mais va demander de la lecture de table. On vous demande de compléter cette acte de bataille s'il y a plus d'unités alliées dans le territoire neutre que d'ennemis. Donc, selon votre nombre d'unités, on ne vous demande pas d'être entièrement dans le territoire neutre. Vous pouvez, comme ça, faire votre petite comptabilité. Faites attention, si votre adversaire vous fait une contre-charge ou un tir un covering fire et vous tue des unités, vous pouvez vous retrouver, entre guillemets, à rater cette tactique. Mais c'est une tactique qui est quand même assez faisable parce que si vous êtes plus nombreux que votre adversaire peut faire qu'une seule redéploiement. Vous pouvez même retreat, vous mettre dans une situation où dans le No Man's Land, vous avez plus de mecs, vous allez la scorer. Elle est quand même assez facile à faire. Et si jamais il n'y a pas de territoire neutre, vous complétez cette active attaque s'il n'y a pas d'ennemis chez vous. Là, par contre, c'est un petit peu plus délicat parce que, comme je vous dis, la moitié du champ de bataille, mais ça peut se faire en tuant les unités qui sont entre guillemets à un certain endroit. Voilà, c'est une tactique qui est scorable, c'est pas la plus dure à faire. Par contre, la dernière est très difficile à faire. On va vous demander d'avoir 3 unités différentes qui sont chacune entièrement à neuf d'un coin, à un corner, un coin du champ de bataille. Et au maximum, une de ces unités est dans votre territoire et une seule s'est téléportée. Donc la difficulté de cette dernière, c'est qu'en fait, quand vous prenez le champ de bataille, entièrement à neuf, bah, vous ne serez pas sur un objectif. Donc ça veut dire que vous avez 3 unités qui ne vont pas jouer la carte, qui ne vont pas jouer l'objectif. Souvent, vous partagez le territoire avec l'adversaire, donc c'est-à-dire 2 dans le territoire ennemi. Et même dans une partie où vous êtes tour 4, tour 5, vous poutrez au milieu, pouvoir amener 3 unités dans les coins, si vous n'avez pas le mouvement, la téléportation, c'est très très délicat. Donc c'est une tactique que je trouve qui est très dure à faire. C'est une technique qui est très dure à faire. Honnêtement, j'ai essayé de la faire, j'y suis pas arrivé une seule fois, parce que bah, votre adversaire vous tape, parce que vous avez besoin de jouer le primaire, parce qu'il y a plein de trucs. Donc voilà, c'est le genre de tactique qui, moi, je mets une petite croix en disant, si je prends Master of the Pass, et Master of the Pass, je la trouve très bien parce qu'elle est faisable dans beaucoup de cas, tuer un héros et plus d'unités dans le neutral que votre adversaire. Cependant, la dernière, je pars du principe que je la jouerai pas parce que c'est trop trop compliqué, à moins d'avoir un cas particulier. Et la dernière des tactiques, c'est du coup intercepter et recevoir avec les trésors. Donc vous dites à votre adversaire, tu choisis 3 unités qui portent un trésor, et à chaque fois l'une d'elles est morte, je score mes points. Et donc le but c'est de tuer les 3 unités sur 3 tours. Vous pouvez tuer une unité quand vous le souhaitez, hein. Vous pouvez même tuer les 3 en même temps. C'est juste que vous ne pourrez pas scorer la deuxième tant que vous n'avez pas scoré la première, et la troisième sur la deuxième. Mais dans l'idée, voilà. Celle-ci pour moi, c'est si vous n'avez pas d'idée, vous la prenez, c'est la tactique de bataille passe-partout. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre adversaire, vous allez lui donner ces 3 marqueurs et lui, dans sa tête, il va se dire: «OK, il faut que je le mette sur des unités qui sont difficiles à tuer». Donc peut-être des unités qui sont en cours en backlane. Cependant, si je les laisse derrière, c'est des unités qui vont rien faire. Donc si elles ne s'exposent pas, elles vont perdre de l'intérêt. Et vous, à un moment dans la partie, au tour 4, au tour 5, vous allez pouvoir aller les cliquer, aller pouvoir les chercher. Si jamais le gars joue très très élite, par exemple Sob ou Stormcast, bah, il va pas avoir beaucoup de choix à faire et donc c'est très compliqué. Et en plus de ça, c'est la tactique un peu anti-double tour par contre.
Vous pouvez pas le prendre sur des armées qui sont trop, agressives parce que si jamais vous faites un double tour, votre adversaire enlèvera une, charge de trésor. Cependant, si vous voyez que votre adversaire a mis ses charges de trésor sur des unités qui sont quasiment impossibles à aller chercher pour vous, n'hésitez pas à le prendre. Comme je vous dis, le but c'est de jouer 4 tactiques, pas 6. Donc voilà. Moi je la trouve intéressante, vraiment passe-partout, parce que ça donne, ça force votre adversaire à faire des choix, d'accord? Il est obligé de choisir des unités qui sont sur le champ de bataille, donc imaginons, vous êtes Stormcast et vous voulez mettre en frappe en profondeur des unités et que vous n'avez finalement que des unités très fragiles qui ne peuvent pas porter les objectifs. Et bien, quand vous jouez contre un adversaire qui a intercepté et recevoir, vous dites bah, comment je fais pour porter ça. Donc, est-ce que finalement je ne dois pas laisser des unités sur le champ de bataille, ainsi de suite, ainsi de suite. Vraiment, je trouve que celle-ci est très intéressante, elle est vraiment passe-partout, parce qu'elle va forcer votre adversaire à faire des choix. Pareil, si jamais il met sur une grosse unité résistante, mais qu'il a besoin de l'exposer, est-ce que si je rebondis, est-ce que si, est-ce que ça. Donc voilà. En tout cas, moi, avec les 5-6 parties que j'ai, je trouve que le nouveau système est très intéressant et beaucoup plus mature que l'ancien. Vous allez pouvoir jouer vos parties sans prise de tête parce que cette sanction de je rate une tactique, j'ai perdu ma partie est disparue et vous êtes plus dans une partie de jeu de ok, je fais mon maximum, j'essaye de faire un maximum de primaires et de rentrer mes tactiques du mieux que je peux. Mon adversaire les connaît, il va essayer de les bloquer. Alors, pas sur vos premières parties, parce que sur les premières parties, déjà se rappeler les tactiques qu'on a, c'est quelque chose qui est difficile. Cependant, après 3-4 parties, vous les avez en tête. Et du coup, celle de votre adversaire, vous les avez en tête aussi. Et donc, vous allez pouvoir, comme ça, essayer de bloquer votre adversaire, le pousser à la faute. Et finalement, le joueur qui gagne la partie, c'est celui-là qui a commis le moins d'erreurs. Et pas juste d'avoir fait une erreur, ça me plante ma game, vous voyez. Donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura intéressé, vous aura plu. C'était un petit retour sur mes premières parties pour vous encourager à tester et comprendre un petit peu mieux le système d'objectifs et de tactiques de bataille. Merci à vous, ciao tout le monde.